Bonjour et bienvenue à Électron Libre, votre émission fantastique où on vous parle de choses fantastiques, tentant de vous éduquer, de vous faire rire et de vous divertir à la fois. Et avec moi, comme à chaque semaine, mes collaborateurs extraordinaires, Mélanie Saint-Germain, qui aujourd'hui va nous parler de combustion spontanée. Moi-même, Pierre Turcotte, qui va vous parler des abats, c'est mal aimé. Et Francis Côté, qui va nous entretenir, va nous parler de la fondation d'un nouveau parti politique. Je ne sais pas où il veut aller avec ça, mais on va l'écouter. Si je savais. Et on finira avec un top 10 sur la vengeance. Les vengeances un peu intenses. Ça me fait beaucoup rire. Mais avant ça, coup de grâce, coup de gueule, coup de marteau, peu importe, coup de cœur. Mélanie, est-ce que tu as un petit coup à donner à quelqu'un, à quelque chose? Non, moi je donne l'amour, les gars, c'est important, coup de cœur. Je vais donner mon coup de cœur à tous les étudiants puis professeurs qui doivent travailler, recevoir des cours ou donner des cours en ligne. À toute cette adaptation-là, moi j'ai des enfants au secondaire, c'est pas facile les cours en ligne au secondaire, au primaire, ça doit être terrible pour certains parents. Coup de cœur, plein d'amour en fait, pas un coup de cœur, mais de l'amour. Je vous envoie de l'amour. Continuez, lâchez pas. Ça va bien aller. Alors que j'ai dit ça va bien aller, hein? D'accord, moi je vais donner un coup de masse à l'égoïsme. J'en peux plus des gens égoïstes, en fait. On est dans une période où tout le monde dit « soyons solidaires, soyons solidaires ». Mais quand tu regardes aller, là, les gens ne font que des choix égoïstes. J'en peux plus. Assumez au moins que vous êtes égoïste et arrêtez de dire que vous voulez être solidaire puis que vous le faites pas. C'est tout. Ce qui le chapeau vous fait, mettez-le et profondément. Francis. Oui. Coup de gueule au film Labyrinthe, film des années 84. C'est mauvais. Ma blonde, depuis longtemps, me dit que je devrais écouter Labyrinthe. Donc, hier soir, je me suis attelé à la tâche et je connaissais 2 personnes au monde qui aimaient Labyrinthe et le très mauvais David Bowie. C'est Pierre Turcotte et Sabrina Castonguay. Dans les premières minutes du film, la fille se fait demander « Qu'est-ce que tu veux dans la vie? » Elle souhaite au Seigneur Gobelin de partir avec son petit frère, puis après ça, elle passe tout le film à essayer de trouver son petit frère, l'autre bord du pays des Gobelins, entrecoupé de chansons mauvaises de David Bowie. C'est totalement inacceptable. Oh oui, c'était la dernière présence de Francis Côté sur cette émission. Il a massacré un film extraordinaire. Mais Francis, parle-nous donc d'abord de ton nouveau parti politique. Qu'est-ce que c'est ça? Voilà, donc je vous souhaite la bienvenue. Je vais séparer donc ma chronique en 2 temps, cette émission-ci et la prochaine, pour vous présenter le nouveau parti politique Électron Libre. Donc ce nouveau, on ne va pas utiliser le diminutif EL parce que ça a une mauvaise connotation sociopolitique. Donc, on va simplement dire le parti Électron Libre, j'ai besoin de ministre. Je serai le ministre de l'Éducation. Mélanie Saint-Germain, si tu devenais ministrable demain matin, tu serais? Je suis une artiste, hein, fait que la politique, la culture. Gare, prochaine émission, tu nous diras où tu t'en vas avec ton ministère. J'aurais dû garder mon veston pour la prochaine émission. Génial. Monsieur Turcotte. Je vais être premier ministre, moi. Premier ministre? Oui, mais je trouve qu'on manque que le leadership est pris dans un certain paradigme au Québec et au Canada depuis trop longtemps. C'est le temps que ça change. Excellent. Donc, moi, en tant que ministre de l'Éducation, bien entendu, je reprendrai les thèmes d'une discussion qu'on a eue il y a quelque temps sur les changements profonds à avoir en éducation. Tout d'abord, on va faire un peu d'histoire. Début des années 2000, Robert Bisaillon est sous-ministre au Québec et trouve l'excellente idée de faire une réforme. Une réforme en éducation, c'est à peu près aux 20 ans, ça remontait à 1980 avec les cahiers bleus. Bisaillon réfléchit en pensant à quoi? Rendre les apprentissages significatifs auprès des élèves, les mettre en projet, apprendre par le jeu, la façon d'enseigner complètement différente. Et comment ils s'y prennent? Ils font venir des écoles pilotes. L'école Sainte-Thérèse à Dolbeau en était une, donc tu déplaces à grands frais 25-30 profs, tu les amènes à Québec, tu les instruis, l'ensemble des conseillers pédagogiques du Québec, comment ça fonctionne. Et là, vous allez aller dans les écoles du Québec répandre la bonne nouvelle. Résultat, 6 ans plus tard, Robert Bisaillon avoue que sa réforme a été un profond échec. Pourquoi un échec? Parce qu'on est parti du haut. Et la théorie du top-down ne fonctionne jamais. Donc, on a dit après ça aux écoles, voici comment vous devriez faire, changer vos matériels scolaires, votre façon d'enseigner, mais ça n'a pas
était à partir de la base que tu as réfléchi à ta réforme. Ouais, on n'a jamais pensé à demander aux enseignants avant de demander à des fonctionnaires. Juste de même, là. Exactement ce qui est arrivé. Et il s'est littéralement planté. Donc, cette réforme-là, on l'a traînée pendant des années et bon, tout a mal été. Pendant ce temps-là, il y a un gars en Ontario qui s'appelle Michael Fallon. Michael Fallon, c'est qui? C'est le maître à penser de l'éducation en Ontario et qui a dit la phrase célèbre « Made your own Finland ». Arrêtez de regarder ce qui se fait en Finlande, en Norvège, en Suède et faites votre réforme à partir de vos réflexions. Donc, a fait des COP, des cadres, des communautés de pratique pour les directeurs d'école, les cadres de service, pour qu'ils deviennent des leaders pédagogiques dans les écoles avec des communautés d'apprentissage enseignantes. C'est-à-dire, on va se baser sur des réponses, sur des études probantes. Donc, on va se baser nos travaux sur John Hattie. John Hattie, c'est qui ce gars-là? C'est un gars qui a pris 900 études sur l'éducation partout dans le monde, des classes sociales, Il a mis ça ensemble et il a fait une méga-analyse qui déterminait avec des facteurs de pondération 150 facteurs de réussite à l'école. Donc, le redoublement, le milieu socio-économique, des choses que tu peux mettre en place, dans quel... Bon, peu importe. Et il a déterminé qu'est-ce qui est le plus significatif sur la réussite des enfants. Il est ressorti quoi? L'évaluation formative, la crédibilité de l'enseignant, la réponse à l'intervention, le micro-enseignement et l'effet le plus important, c'est les attentes qu'on a envers les élèves. L'effet Pygmalion, en fait, si tu pars dans l'idée, ils sont en difficulté, ils n'arrachent, ça ne marchera pas, tu tires vers le bas. Si tu as des attentes élevées envers tes élèves, c'est le facteur de réussite le plus important. Donc, Michael Fallon regarde le livre de John Hattie, il dit « Regarde, on va l'appliquer à la lettre ». Et ils ont changé totalement le taux de réussite qu'il y a eu en Ontario dans les années suivantes. Il a augmenté de 10 à 15 points au niveau du taux de décrochage, du taux de réussite. Et présentement, parce que c'est parti de la base, parce qu'on l'a réfléchi à même les écoles, qu'on a réfléchi l'ensemble de la façon de l'enseigner, on a été capable d'avoir des résultats ultra significatifs. J'ai une question, monsieur l'enseignant. Oui. Est-ce que la manière de calculer, en fait, le taux de réussite avait changé aussi? Parce que là, tu me dis le taux de réussite a augmenté, mais est-ce qu'on utilisait encore les mêmes barèmes? Parce que si on a changé les barèmes, ça veut un peu rien dire. Oui, mais on a fait l'affaire la plus importante, c'est-à-dire on s'est servi de l'évaluation, non pas pour donner un résultat, on s'est servi de l'évaluation pour savoir qu'est-ce que l'élève a appris. Donc, la seule question, c'est est-ce que l'élève apprend? Fais pas des évaluations, fais pas l'ensemble de ton secondaire pour préparer ton écriture de secondaire 4 qui compte pour le tata. Apprends à écrire, apprends. Ben, c'est ça. Le but de utiliser des outils. Voilà. Donc, tu fais pas l'évaluation à la fin de l'étape pour donner une note. Tu fais plein d'évaluations sommatives qui comptent ou qui comptent pas, mais qui indiquent au prof, est-ce que je dois adapter mon enseignement? Et on le vit présentement. Je le sais, tu vas me dire 1 minute, mais je finis avec ça. 1 minute et demie. 1 minute et demie? Ça m'intéresse. Présentement, là, on a des enfants qui ont un trou de 3 mois. Tous les profs du primaire et du secondaire, présentement, qui enseignent de la même manière, qui ont toujours enseigné, puis qui font en décembre, 6 bols. Mes enfants sont en échec. Non, tes enfants sont pas en échec. Il leur manque 3 mois de l'année passée. Il y a 65 de la clientèle qui était dans les écoles, puis le 35 qui n'était pas là au retour au primaire, bien, c'est les élèves en difficulté qui n'avaient pas de filet social à la maison puis qui étaient poqués. Donc, espère pas la même chose. Fait qu'il fait plus d'évaluation pour savoir où ils sont rendus, adapter ton enseignement, puis tranquillement opérer le changement. Parce que quand le ministère, mon ministère, va comprendre le changement et comment l'opérer, là, on aura une différence significative sur la question la plus importante. Est-ce que nos élèves apprennent? Voilà! Et lors de ma prochaine chronique, vous aurez la suite de ma réflexion et je voudrais vous entendre comme premier ministre et ministre de la Culture. Merci, bonsoir. Non, mais c'est super intéressant parce que moi, j'ai toujours enseigné comme ça en disant, au bout du compte, la note, on s'en fout. Quels outils vous maîtrisez? Parce que si tu finis que 100%, tu me prouves juste que tu es capable de tout apprendre par cœur puis de me recracher les mêmes affaires. Ça vaut rien. Mais d'utiliser des outils, c'est ça qu'on veut quand on sort de l'école, en tout cas. Je trouve que c'est une belle réflexion. Bon, moi, je vais vous amener sur un sujet encore plus important, les abats. Non, on ne parlera pas de quilles, on va parler de ces abats. Je suis déçue. Un abat, c'est toutes les parties d'un animal, bœuf, veau, porc, volaille, qui ne sont pas des muscles. C'est-à-dire des glandes,
des organes, des viscères, des extrémités. Les abats sont peut-être moins populaires de nos jours, mais ça n'a pas toujours été le cas et c'est une tradition culinaire partout à travers le globe dans différents pays. D'ailleurs, le grand chef Paul Bocuse a fait sa grande carrière sur réinventer les abats. Écoute, et puis on donne les Bocuse d'or aujourd'hui. C'est sûrement pas un idiot, ou peut-être c'était l'idiot qui cuisinait très bien. Ici, quand on parle d'abats, on va souvent parler du foie. Hein? Puis là, j'aime pas ça. Mais le foie, on peut l'apprêter. Tu sais, mettre ton foie dans ta tourtière, dans ta sauce à spaghetti, en le mélangeant avec d'autres choses, parce que ça a des bonnes propriétés nutritives, les abats. Il y a 2 types d'abats, les abats rouges et les abats blancs. Oui, exactement. Les abats rouges, eux, ont pas une grande préparation. Ils peuvent simplement être cuits dans votre recette préférée. On parlait de foie, de cœur, de rognon, de poumon, de langue, cervelle, rate, gésier, les joues. Hein? Poumon, oui. Okay. J'ai dit ça, moi. Okay. Et les abats blancs, eux, doivent être lavés, préparés et préalablement, là, le boucher doit avoir fait des étapes avant de te donner. Là, on parle de tripes, de panses, de têtes, d'oreilles, de mamelles, de pieds, de riz de veau, de moelle. Les abats, ce qui est extraordinaire, c'est que c'est disponible en tout temps, donc c'est toujours de saison. Donc, on peut le manger avec les légumes de saison. Souvent, on va trouver juste du foie, mais on peut demander, parce qu'en plus, c'est pas cher des abats, parce que personne n'en veut. Mais c'est délicieux, un abat, hein? Non, demandez-le. Si on prend des abats rouges, assurez-vous qu'ils soient brillants, de couleur nette, sans parties qui semblent sèches. Parce que des fois, on va les faire congeler parce qu'on n'en vend pas beaucoup, malheureusement. Les abats, ça va être consommé relativement rapidement, donc dans les 24 heures après l'achat. On peut le congeler 3-4 mois, mais on perd un peu au niveau du goût et surtout de la texture qu'on veut aller chercher. Hein? Bien fait pour la santé. Oui, bien fait pour la santé. Les abats sont des viandes à la teneur très riche en protéines, en fer, en sels minéraux. Donc, on parle de fer, cuivre, phosphore, zinc. Et si vous faites de l'anémie, on va vous dire, hey, prends-toi un bon verre d'abat, ça va t'aider. Valeur énergétique, ça aussi entre 100 et 200 calories par portion de 100 grammes quand même. Hein? Donc, extraordinaire. Extraordinaire. Attention toutefois, très riche en cholestérol, donc à consommer de manière occasionnelle avec des légumes de saison. De plus, les abats rouges sont riches en acide urique et devraient donc être évités par les personnes sujettes aux crises de goutte. Si vous avez la goutte, non. Donc, lorsque c'est possible, il est toujours préférable de choisir des abats issus de l'élevage biologique. Non, mais clairement, acheter bio, tu sais, on sait qu'il faut consommer moins de viande, là, OK? Mais on peut acheter de la viande de qualité ici en région. Il y a du porc bio à Saint-Gédéon, oui. Il y a à Saint-Nazaire de l'agneau bio. Il y a plein d'élevages ici qui se font. Donc, consommez, faites pas juste le dire, faites-le. Oui. J'ai quelques astuces culinaires pour vous au niveau des abats. Les abats blancs sont normalement déjà lavés, coupés, désinfectés, donc il ne vous reste plus qu'à les cuisiner parce que le boucher a fait la sale job. Pour les abats rouges, là, c'est à toi un peu à faire la sale job. Hein. Des fois, ton foie va être tranché, mais sinon, il faut se débarrasser des nerfs et des parties blanches, là, de la graisse, des trucs comme ça. Les abats, c'est tendre. C'est goûteux, oui, mais c'est vrai que ça goûte prononcé, là. Oui. Mais vous n'êtes pas écœuré de votre poulet bouilli qui goûte rien à part la ketchup que vous mettez dessus? Non, mais c'est vrai, des abats, c'est goûteux, c'est ça qu'on aime. Si tu dis dans les plats traditionnels, dans la charcuterie, ils font partie de la cuisine du terroir. Pensez au fameux haggis écossais. Hein? Qui est une espèce de panse de brebis farcie de tous les autres abats de l'animal. Non, mais ça donne pas le goût. J'en ai déjà mangé et c'est à goûter une fois dans sa vie, pas plus. L'andouillette bretonne. Mais qu'est-ce qu'une andouillette? C'est une sorte de saucisse. Mais qu'est-ce qu'on fait? On roule des intestins. Puis là, ça me fait une grosse saucisse. Puis là, on tranche ça. Oui, ça a un peu l'odeur de merde parce que ça reste des intestins, mais au goût! Wow! On peut parler des ragoûts de pieds de mouton ou de pieds de porc, tu sais, ragoûts de pattes de cochon, là. J'en ai fait encore dernièrement. Quel délice, on se régale. Pâté, terrine, haute charcuterie.
Rognon d'agneau sauté avec des petits oignons puis des épices. On a une spécialiste des épices ici, tu sais. Oui, pas de rognon. Garam masala dans le rognon, des tripes en sauce, la salade de gésier, langue de bœuf en sauce. Non, mais il y en a plein. Et avant de dire « ça m'écoeure », essayez-le. On est-tu Il y a rien, obligé? vous avez le droit de ne pas aimer ça. Il faut goûter On est-tu pour le obligé? savoir. Et si vous êtes vegan, vous me détestez. Et goûter et la texture, tu l'as mentionné, il y a des choses que tu as mentionnées là-dedans qu'il faut vraiment que ce soit bien apprêté, sinon la texture, c'est pas évident. Oui, oui, oui. c'est Ouais, tough, c'est là. sûr qu'une langue de porc, tu manges pas ça comme, Oh, oui. comme un suçon. Et Même le cœur, la foi. j'ai jamais, je suis pas capable. J'ai Non. jamais essayé. Vis ta vie. Mais non, mais j'aimerais ça. Ne dénigre pas les Je abats. délègue pas ça, je trouve ça drôle. Ah, je délègue C'est pas à ça. toi, Mélanie. Hey, je peux pas croire que j'ai une parler chronique de à combustion spontanée. Je peux pas croire que j'ai une chronique à faire là. Mon Dieu, j'ai manqué mourir de rire. Combustion spontanée, ça vous dit-tu quelque chose? Oui, les gens qui partent en fou. Oui, littéralement. Et moi, quand j'étais petite, à un moment donné, j'étais tombée sur une espèce d'encyclopédie là, de trucs paranormaux. Puis j'avais vu des photos. Il restait juste comme des pieds, des bras dans une position, soit assis ou à terre. Puis des bouts de tête. Ça va être spécial comme... Comme émission à date, c'est C'est spécial. assez spécial. Mais reste que c'était surtout le thorax qui brûlait, puis c'était tout ensemble. Puis souvent, ce qui arrive, c'est que ce phénomène rare-là, quand il se produit, il n'y a rien autour qui est brûlé. C'est souvent, les lieux il n'y a pas de suie, il n'y a pas de traces. Même les tapis, ils enlèvent, le plancher il est intact en dessous. C'est super, super étrange. Dossier mystère. Dossier mystère. Fait que bref, souvent, c'est ça. Ils disent que ce phénomène rare est évoqué lorsque certaines parties du corps sont retrouvées réduites ensemble, alors que d'autres sont préservées, souvent les extrémités. Malgré l'absence d'une source de chaleur évidente à proximité du cadavre, il ne reste souvent que le thorax, les pieds, les mains. Donc, il y a de nombreux témoignages, pas toujours vérifiables, mais de nombreux témoignages qui sont relatés partout dans le monde, OK? Depuis le 16e siècle, en lien avec la combustion spontanée. Dans le dictionnaire de médecine usuelle, celui de 1849, OK? Faut le dire. Le docteur Legeski donne la combustion... voyons, il y en a une faute. En tout cas, il en fait une définition, OK? Accident rare, mais avéré, dans lequel, avec ou sans la présence d'une matière quelconque en ignition, le corps humain, plein de vie et de santé, s'enflamme, se brûle partiellement ou se consume en presque totalité. On parle de combustion spontanée lorsqu'un être humain brûle de l'intérieur, OK? Sans aucun élément à l'extérieur. Les témoignages des gens prétendent avoir vu de leurs propres yeux une combustion spontanée, OK? Le phénomène est typiquement décrit comme très rapide. La personne atteinte semble rentrer comme en transe, là, puis ça arrive. Comme ça, OK? Pourquoi tu t'intéresses à ça? Je m'intéresse pas à ça, ça m'a traumatisée quand j'étais petite, quand j'avais vu les photos, puis là, j'ai dit, ah, tiens, je vais aller plus loin. J'avais jamais été plus loin que ça. Bref, il y a 2 cas récents, en 1950 et en 1980, OK? Parce que souvent, c'est tout le temps des vieilles reines ou des vieux personnages, 1800, 1700. Mais en 1950 et 1980, 2 jeunes filles qui ont pris feu, respectivement, une dans une salle de bal, puis l'autre dans une discothèque. Il y en a une qui est décédée de ses brûlures, mais il y en a une qui a survécu à ça. Elle aurait pris feu comme ça, mais il n'y a pas tant de témoins. Il n'y a jamais bien de témoins, OK? Mais je m'en vais vers le 21e siècle. Pourtant, une discothèque, il y a pas mal de monde. Ouais, mais c'est ce qu'on sait de cette histoire-là. Mais je m'en vais vers le 21e siècle, là. J'arrive, OK? Parce qu'il y en a qui s'intéressent aussi à la combustion spontanée. Donc, les hypothèses. Dans tous les cas connus, il a été révélé que les victimes de combustion spontanée étaient souvent des personnes âgées, seules, pas de témoins, hein? Ou des jeunes personnes suicidaires. C'est ce qui a été dit, OK? C'est correct, tu peux rire, tu as le droit. J'ai ri de tes abats, tu peux rire de la combustion spontanée. Souvent, les nombreux étaient alcooliques. Certains, leur état de santé était très affaibli, hein? Puis il y avait des facteurs psychologiques comme la dépression. Des brûlements d'estomac. Des brûlements d'estomac. Voilà. Dans nombreuses tentatives d'explication de bouleversements physiologiques ont été mises en avant, mais rien a dépassé le stade de l'hypothèse. OK? Il y en a un qui a dit, bon, il faut ça, là, t'as peu. L'hypothèse des mitochondries, OK? Organite de la cellule servant à transformer les nutriments des aliments en énergie utilisable. Bref, tout ça se frappe, rentre en conflit, pogne en feu, OK? Lui, c'est ce qu'il a dit.
j'irai pas plus loin là-dessus. C'est bien expliqué. Mais l'autre hypothèse, je peux te le lire. Non, c'est correct. On va gagner, on va garder notre temps. C'est ça, parfait. Non. Le Devoir, le journal Le Monde a fait un article et a parlé avec des spécialistes qui sont vraiment penchés sur une hypothèse de comment arrive la combustion spontanée. Marc Gosselin a fait une entrevue avec des médecins, en tout cas. Bref, il dit que, bon, le docteur Seigneur Virve, Koljonen, puis Nicolas Kluger, OK, de l'Université d'Helsinki, que je vais l'avoir. C'est ça, exact. Bon, dans le fond, eux autres, ce qu'ils disent, OK, ils ont sélectionné et analysé 5 publications relatant de 12 cas entre 2000 et 2011. OK? C'est beaucoup, là. Ouais. C'est quasiment un par année, on va se le dire. La majorité en France. Les victimes, souvent des fumeurs et des alcooliques, OK? On s'en va vers ça, là, étaient âgées entre 44 et 74 ans. 8 d'entre elles étaient des femmes. Un des 12 cas, OK, il nous décrit un des 12 cas. Dans le fond, un homme de 57 ans, vivant seul, fumeur et alcoolique, se chauffant avec un poêle à bois. OK? Ce qui restait du corps gisait près d'une pile de journaux, à peine jaunis, OK? D'une chaise de paille en parfait état et des bouteilles en plastique légèrement déformées par la chaleur. Les murs et le mobilier étaient recouverts de suie. De la graisse humaine liquide se trouvait près du corps calciné. Âme sensible, s'abstenir ici, OK? Contrairement à ce qu'on observe dans les cas d'intoxication par inhalation de fumée d'un incendie, lui, il n'y avait pas de traces. Il était mort avant de brûler. OK? Probablement d'une crise de cœur ou quelque chose du genre. Donc, eux autres, ce qu'ils disent, OK, c'est que le processus d'autocombustion survient généralement après le décès. Plus rarement, il débute lorsque la victime est encore vivante. On retrouve alors de l'acide dans la trachée. S'il y a de l'acide dans la trachée, c'est que la personne était vivante. Tout se passe comme si le corps brûlait comme une bougie, la graisse humaine étant la cire, tandis que les vêtements enflammés et imbibés de graisse servent de mèche. Ayant pris feu, les vêtements brûleraient la peau. Ça veut dire que probablement que cette personne-là était vraiment très saoule, fumait une cigarette, la cigarette est tombée, il a peut-être fait une crise de cœur ou quelque chose genre, a brûlé les vêtements, mais comme la chaleur monte très rapidement, la cigarette disparaît, ce qui rend la chose encore plus mystérieuse. Là, le corps se fend à cause de la chaleur, puis là, il s'écoule de la graisse des fentes. Puis c'est cette graisse-là, souvent, la bédaine, hein, c'est le thorax ici, il y a plus de gras, donc ça se limite ici parce que la peau fend, le corps, le gras coule, ça brûle là, puis à un moment donné, ça prend un degré de chaleur qui fait que ça ne va pas dans les jambes nécessairement ou les bras. Bref, ça se peut pas, la combustion spontanée. Selon les docteurs, ce qu'ils ont dit, c'est qu'il ne faut pas se faire des peurs avec ça. Vous ne brûlerez pas par en dedans. Mon chum, lui, il disait que c'est pour ça qu'il pète. Parce que quand il était petit, il pensait que c'était qu'en regardant les gaz, à un moment donné, ça faisait un effet de... Ben oui. C'est ça. Mais... Eh bien, je ne sais pas quoi dire. Mais c'est peut-être la dernière fois qu'on te voit, toi aussi, à cette émission. Non, mais ça, c'est ta faute. Tu me déstabilisais avec tes abats. Ça, là. C'est correct, c'est correct. Ouais. On va finir ça en beauté et en sourire avec des histoires de vengeance qui n'ont pas de maudit bon sens. OK. Êtes-vous des gens vengeurs, vous? Avez-vous beaucoup de rancune? Je suis pas rancunière. Non. Quand c'est dit, c'est réglé. Ouais, c'est ça. Oui, j'oublie pas, par exemple. Je pardonne facilement, mais j'ai ça tout le temps en tête. Les animaux qui se vengent les plus vengeurs seraient les corbeaux. Oui. Et on a une histoire. En 2016, un Indien qui aperçoit un petit corbeau pris dans un filet. Il essaie de le déprendre. Puis, sans faire exprès, il le tue. Et là, tous les autres corbeaux là, le voient et se mettent à l'attaquer. Depuis ce temps, tous les corbeaux de la région où il habite l'attaquent systématiquement quand il est à l'extérieur. Sans raison. Ah non, on ne tue pas un petit corbeau qui le veut. Là. Non. Chicane de famille. Êtes-vous, ça va bien avec vos frères et sœurs? Oh, oui. Oui, chicane de famille. Pas pour tout le monde. Il y a Aline Lawler-Cocker, une Américaine. Tout ce qui est plus normal, elle s'est fâchée avec son frère. Assez fâchée qu'elle a décidé d'acheter les 262 tombes du cimetière local qui était libre pour s'assurer que jamais son frère pourrait se faire enterrer avec sa famille. C'est intense, hein? Puis elle alloue ces espaces-là à des gens qui n'ont besoin? Ou... Ben, je sais pas. Là, mon histoire ne va pas plus loin. Un gars qui voulait se venger de tout le monde. Lui, il est arrivé à un moment donné, une journée, c'était un Japonais, il s'appelle Akio Hattori. Puis
Il arrive, puis il réalise qu'il s'est fait voler sa selle de vélo. Et il est en furie, il décide de se venger sur l'univers et il ramasse, et lorsqu'il s'est fait arrêter, il avance sa possession 159 selles de vélo qui appartenaient à peu importe qui. Oh! Lui, il s'est vengé à large. Il dit, la vie m'en veut. Alors, on a Corina Cavana, hein, une Brésilienne, pas une Brésilienne, une Argentine, pardon, qui, elle, a fait construire un bâtiment de 33 étages juste pour boucher la vue d'une famille qui avait rompu ses fiançailles avec son fils. Non, mais c'est de la vengeance, on n'y est pas avec ça, on n'en laisse pas. Ouais. Tu sais, des fois, quand on s'est fait tromper ou tout ça, on va être fâché, puis on voit souvent ça, on va aller péter l'auto de l'autre. Mais non, on a le chum de Jennifer Fitzgerald, hein, elle l'a quitté. Lui, il a dit non, moi, je vais t'acheter une auto. Fait qu'il a acheté une auto sans lui dire. Il a tout enregistré les papiers, les affaires à son nom. Puis il est allé la parquer illégalement à l'aéroport de Chicago pendant 2 ans. Et elle s'est pris 600 amendes pour un total de 100 000 d'amendes d'aéroport. J'avoue, ouais. Aïe, aïe. Mon Dieu. C'est le maquillage. Ah, oui, ça, c'est très drôle. Écoute, il m'en reste, je vais, avec le temps qui me reste, j'en fais une dernière. OK? Il y a un couple qui n'arrête pas d'avoir des mauvais coups chez eux. Le monde envoie des paquets de merde. Il y a plein d'affaires. Il y a un chat mort cloué sur leur balcon. Plein de trucs. Finalement, ils mettent le système de caméra et ils réussissent à attraper le gars qui est un homme qui était pris en flagrant délit. C'est un retraité avec un masque de Hulk qui était l'ancien chum de la madame il y a 35 ans. 35 ans? Ah non, il faut vouloir se venger, hein? Tabarnak. Pensez à ça. La vengeance est douce au cœur de là-bas. Merci d'avoir été des nôtres. Nous, on se dit la semaine prochaine pour j'espère, une émission moins bizarre que celle-ci. Là-dessus, bonne semaine.